Il y a un truc fou, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve carrément par ma section accroché à un poteau. Alors, c'était une blague. Toi ? Ouais, c'était une blague, si tu veux. Mais Ok. c'est une blague qui en dit long. Et c'est le préfet qui me dit, qui me parle comme ça, et qui me dit j'entends des gens autour de ma maison, et ils disent qu'ils veulent m'assassiner. Et là, il se passe, je sais pas, 4-5 secondes, où je suis là. Après, je comprendrai que le figement, la sidération, comme quand j'étais au téléphone comme ça, c'est la porte d'entrée du traumatisme. 25% de syndrome de stress traumatique, alors que l'Afghanistan, c'était 6-7%, soi-disant. Mais en fait, tous les chiffres sont truqués. Un manager qui est con, qui est bloqué, qui fout la merde, c'est toute une équipe qui souffre. Le manager est plus important pour la santé mentale de quelqu'un que les professionnels de santé mentale. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux, pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Quand j'étais ado et timide maladif, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi, timide maladif, quand t'es ado ? Ça veut dire que t'es bien bloqué. Ça veut dire que t'es incapable d'embrasser la jeune fille dont t'es amoureux et qui vient de te dire je t'aime à l'instant. Tellement que t'es bloqué. Ça, c'est dur. Ouais. C'est pas arrivé qu'une fois. Ah waouh. C'est assez ouf quand même de... Enfin, je m'amuse à faire les parallèles parce que quand je vois à quel point tu décris le blocage, genre la meuf te dit les feux sont ouverts et t'arrives pas à comme concrétiser, et où derrière tu vas te retrouver sur scène avec des centaines de personnes devant toi pour faire de la conférence. Il y a un gap quand même. Ok, donc impossible d'embrasser cette meuf là à ce moment là. Vas-y, comment ça change ça? C'est quoi comment est-ce que tu embrayes derrière vers cet aboutissement? Tu mettrais quoi comme point, comme marche derrière? En fait, cette timidité maladive, je m'en suis sorti vers un peu avant 25 ans. Je m'en suis sorti tout seul et en quelques semaines. Parce que à un moment donné, j'ai vécu un événement qui m'a fait dire putain la merde. Et ça. Et puis j'ai commencé en fait sans savoir ce que je faisais, parce que je suis quelqu'un qui est très dans sa tête, mais à rebricoler des souvenirs, parce que j'avais envie de pouvoir leur donner une autre issue. Et tu sais, des fois, tu tournes en boucle sur des sujets. Mais j'ai jamais tourné en boucle sur un sujet en refaisant le film tel qu'il s'était passé. J'ai toujours tourné en boucle en refaisant le film, en m'imaginant, parce que ça me faisait du bien dans mon mental, dans mon monde onirique, en m'imaginant des issues qui m'étaient favorables. Donc un jour, un mec qui m'a pris pour un con devant tout le monde, j'ai tourné un peu en boucle dessus, mais à chaque fois que j'allais tourner en boucle dessus, dans ma tête, j'allais lui péter la tronche, quoi. Et ça, c'est des choses qui m'ont amené progressivement, je pense, à développer une certaine estime de moi, une certaine confiance en moi. Et avec les filles, alors je l'ai compris bien après. Sur le moment, je savais pas du tout ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai pas compris comment je m'en étais sorti de ma timidité maladive en aussi peu de temps à l'époque. Je l'ai compris bien après, quand j'ai fait toutes mes recherches, quoi. Mais c'était ça, parce que l'une de mes mentors... Attends, tu vas partir trop loin dans ce truc-là. Je veux qu'on reste sur un... Alors, auditeur, je vais régulièrement couper Grégory, parce que sinon il va partir dans des trucs qui seront super intéressants, mais qui vont nous éloigner du sujet. Et là, il y a un truc qui est en train de ressortir, et régulièrement, je vais le recentrer sur l'expérience, et après, il expliquera. Tu viens de dire un truc qui est fort, c'est genre quand t'es gamin, tu vis des expériences où ton cerveau te raconte quelque chose, où l'expérience te raconte quelque chose, mais toi, tu vas te raconter une autre histoire. Je me rappelle qu'il y a une histoire du pigeon. Est-ce que tu pourrais raconter ce qui s'est passé dans ce truc-là, et comment tu t'en es sorti?
Alors ouais, j'étais en internat à l'époque, en seconde, et il y a un type qui me fait avaler une couleur, qui me dit Putain, viens, on était un mercredi, donc à l'époque on avait cours le mercredi matin, et le matin il me dit viens, cet après-midi, je vais faire du ski à l'Égual, il y a 1 heure de route, c'est pas loin, viens avec nous. Et moi j'étais un mordu de ski, quoi, et on n'en faisait pas si souvent que ça. Donc moi je rentre à fond dans le truc. Bon, donc je me retrouve à appeler mon père, à lui expliquer le machin, et mon père il dit mais t'as craqué ou quoi. Bon bref, donc il donne pas les autorisations. Bon, voilà, le truc fait pchit, quoi. Et le soir en études, le mercredi il fallait rentrer à je sais plus quelle heure, et puis on avait 2 heures d'études le soir avant d'aller se coucher. Le mec dans la salle qui était pleine, hein, alors je crois qu'il y avait tous les secondes et les premières, un truc comme ça. Il commence à gueuler pigeon, pigeon, et tout le monde reprend derrière. Et le pigeon c'était moi, quoi. Ouais, Et là, il fait 40 degrés sous la peau, quoi. c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Ouais, mais je le remercie, ce mec. Et t'as quel âge? Bah, j'ai 14 ans, quoi. Je suis en seconde. 14 ans, il m'arrive ça, mais non. Juste non. Et donc, du coup, Mais j'avais déjà cette capacité à endurer la merde. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi? On va pas rentrer dans l'explication de comment est-ce que tu prends soin de ton cerveau à cet endroit-là, mais qu'est-ce qui se passe pour toi quand t'éprouves ça, et qu'est-ce que tu te racontes? Comment... Bah, sur le moment, rien, parce que sur le moment, je suis victime du truc, je me raconte rien du tout, je bricole pas à l'époque, je sais pas faire. C'est juste mon estime de moi qui se dégringole, tu vois, ça fait partie de genre de truc qui me confirmait que j'avais raison d'être timide, et qu'il fallait exister le moins possible, et qu'il fallait le plus possible passer entre le mur et la tapisserie, parce qu'au moins on te repérait pas, on venait pas te faire chier. Voilà, tout ça, c'était on est à l'adolescence, la structure psychique est pas terminée, donc c'est des expériences structurelles, si tu veux, qui structurent derrière donc qu'est-ce que je vis? Je vis de la colère, je vis la honte, l'envie de pas exister, tu vois, ce genre de truc, de disparaître, voilà, c'est sur le moment, c'est tout ce que je vis, et je le subis, et j'ai cette capacité à l'endurer, et je l'endure, et puis voilà, et puis le lendemain je m'en fous, en fait. Plus ça allait, plus je me coupais des gens. Moi j'avais mon pote d'enfance, je lui raconte ça, il me dit c'est des cons. Bah ouais, c'est des cons. Moi j'étais bien avec mon pote, ça me suffisait. J'avais mon pote, alors il était pas à l'internat, il était là que la journée, mais et puis voilà, et puis je me coupais des cons et je restais avec mon pote, et puis j'endurais, c'est tout, quoi. Ok. Et je me rappelle tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est comme si tu réécrivais cette histoire aussi. Ça, j'ai fait bien après. Ok. Mais il n'y avait pas ce truc de t'avais la sensation. Ah, d'accord, ok. Plus tard. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, genre en 4 mots, Challenge. Ouais. En quoi est-ce qu'une blessure psychique n'est pas psychologique mais neurologique? Genre très rapidement. Typiquement, là, on est dans le champ de l'identité sociale, clairement, dans cette anecdote. Et là, tu te dis, inconsciemment, semi-consciemment, bref, il se passe des trucs dans le cerveau, et ton cerveau se dit, faire confiance aux gens, c'est dangereux. Avoir trop de copains, ça peut être dangereux. Parce que du coup, t'es pas capable d'analyser tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné après. Donc, t'as un endroit dans ton cerveau, c'est comme un registre à danger. Et là, ton cerveau, il ouvre le registre à danger, il prend une page vierge et il dit... Et il écrit. Il écrit ce qu'il a vécu, et il écrit les éléments de contexte avec. Parce que derrière cet événement, quand je re-rentrais dans cette salle, ça s'est pas passé tout de suite, mais quand je re-rentrais dans cette salle d'études, j'étais pas bien. Ouais. Pas trop d'infos. Et bon, bref, donc t'as un registre à danger, t'écris des trucs dessus. Ouais. Et ça, c'est de la neurologie, parce que c'est comment le cerveau va communiquer, parce que ce registre à danger, après, il va parler avec la sonnette d'alarme, il va parler avec le discours intérieur, il va parler avec les comportements, voilà. Et donc, c'est de la neurologie. Et quand on vit plein d'événements comme ça, ton registre à danger, à la fin, c'est une encyclopédie qui monte jusqu'au plafond, quoi. Et donc, forcément, on réagit pas de la même manière face au monde extérieur quand notre registre à danger, il fait 4 pages, que quand il fait 4 volumes, tu vois. Trop bien. Et ça, pour moi, c'est de la neurologie. Ok. C'est important pour moi qu'on commence à introduire ces notions de façon à ce que l'auditeur commence à appréhender des choses, et au fil de l'histoire, il va en savoir un petit peu plus. C'est pour ça que je veux pas balancer trop d'infos au fur et à mesure. Mais je veux juste que tu retiennes, toi qui
participe à ce podcast avec nous, que du coup, Grégory vient de nous illustrer une situation et en gros, il est en train de nous expliquer que le cerveau a écrit quelque chose physiquement à l'intérieur de lui. Et il faut imaginer comme s'il y avait des autoroutes de l'information et que ce qu'on appelle la neurologie du cerveau, c'est ces autoroutes qui vont se densifier avec le temps et qu'il est possible de créer d'autres chemins. On y reviendra un petit peu plus tard. On va voir comment et quels sont les impacts quand on réécrit pas tout ça. Ok, donc enfant timide maladif, genre impossible d'embrasser cette meuf qui vient de te dire je t'aime. Et je peux me rallier, ça me renvoie à cette histoire de quand j'étais gamin, genre cours de récréation, il y a la meuf que je kiffe, Virginie Miranda, je lui propose il va sortir avec moi, et genre elle me dit oui, et j'exulte de joie et je ne sais pas quoi faire de mon corps, et donc du coup je cours, je fais le tour de la cour de récré, et en fait j'avais trop honte, après je lui ai plus jamais parlé, alors que j'étais fou amoureux d'elle. Je me mets très en lien avec toi, et c'est ta capacité à aller au bout. Bref. Timide maladif, cette expérience-là, l'expérience du pigeon, qui écrit un truc dans ton registre à danger du cerveau, c'est quoi l'étape d'après qui serait comme constitutive et qui permettrait à nos auditeurs de comprendre comment est-ce qu'un traumatisme construit une personnalité et comment est-ce qu'elle peut l'handicaper à un moment donné? Moi, j'utilise une métaphore un peu visuelle, c'est-à-dire que au moment où on s'incarne, on a quand même un fond, une personnalité. Il y a un chemin de vie, il y a plein de trucs comme ça. Donc, on a une identité profonde à laquelle on n'est pas toujours bien connecté. En tout cas, si on se souvient comment on était avant 7 ans, on peut facilement revenir sur cette identité. Cette identité, on imagine que c'est un axe, comme ça. Et à chaque fois qu'on vit des événements qui sont dévalorisants, qui ont un potentiel traumatique, ce genre de choses, c'est comme si on mettait dans notre trajectoire de vie des coins là, et que du coup on commençait à s'écarter, à se construire en s'écartant de notre nœud, de notre centre profond, quoi. Hein, et ce qui s'écarte là, en fait, c'est ce qu'on dirait être la personnalité. Alors on a tous été déglingués entre 0 et 7 ans, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on est névrosé, qu'on a des peurs, des machins, voilà. Et quand ça va beaucoup trop loin, ça fait un trouble de la personnalité, parce qu'on est complètement hors cadre. La majorité des gens, ils vont être là-dedans, et ceux qui sont là, ils ont un trouble de la personnalité. Parce que, en fait, dans le registre à danger, on en a mis des feuilles, et 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 des feuilles. Et plus il y a une feuille, plus il y a un écart potentiel. En gros, c'est ça. Ok. Et du coup, prenons des éléments de ton histoire. C'est quoi le moment de ton histoire après? Je sais pas pourquoi, il me vient ce moment où t'es rentré à l'armée. T'as déjà des gars sous tes ordres et tu pars en mission et ça foire. Je pense notamment, tu vois où je veux en venir. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire et pourquoi ça foire? Qu'est-ce qui foire d'abord? Alors, c'était ma première année de lieutenant. Je suis passé derrière un lieutenant qui était vraiment très bon. J'ai récupéré une très bonne section. Et donc, moi, j'avais j'ai été bercé aussi pendant mon adolescence, notamment par les histoires de mon père qui me racontait son temps de commandement, ses périodes de commandement, et il avait mis la barre très haut. En tout cas, moi, je m'étais représenté de ces histoires à lui, une barre très très haute. Et donc, quand on me donne des hommes à commander, en fait, c'est mon orgueil et mon ego qui est en avant et qui pilote tout, et qui veut être le chef encore meilleur que son père. Sur un moment, je me rends pas compte, tu t'imagines. Mais c'était un peu ça, et donc du coup j'avais besoin de faire l'unanimité, j'avais besoin d'être le mec qui faisait l'unanimité, voilà. Et donc du coup je commandais pas une section, je commandais pas 3 chefs de groupe, je commandais plutôt 30 bonhommes, et je mettais du soin sur chacun des bonhommes, sauf que c'est pas comme ça qu'on commande. Et du coup au début ça se voit pas du tout, et personne peut corriger le tir parce que justement j'ai récupéré une très bonne section et j'ai des super mecs dans cette section, des super chefs de groupe, un super adjoint. Mais donc la merde que je fais en ne commandant pas, mais en ne commandant pas 3 chefs de groupe, mais en ménageant 30 bonhommes, c'est des sales graines que tu sèmes. Et à la fin de l'année, on est en OPEX, on part en opération, et là
c'est la vérité des prix. Ok. En opération, tu tires un trait, tu fais l'addition. Et donc là, on se retrouve avec une section qui est pas super bien tenue, pas super bien disciplinée. Il y a des machins, il y a des trucs, et puis forcément, il y a des mecs qui commencent à me dire, ah, vous faites de la merde, machin. Et Ça veut dire quoi, une section qui est pas disciplinée, mettons? Donne-nous des exemples pour bien comprendre. Ça va faire des mecs, des mecs qui sont mal gérés, des mecs qui tiennent mal leur piole, des mecs qui ont besoin d'exutoire, qui vont faire des conneries. Pas forcément envie de donner trop de détails, mais alors rien de dramatique, hein, mais suffisamment pour que mon chef me dise, oh, tu fais de la merde. Ouais. Et que moi je me dise, ouah. Et mes chefs de groupe, certains de mes chefs de groupe, notamment un, me dit, vous faites de la merde, quoi. Voilà, ils avaient tous raison. Okay. Et parce que quand t'es en opération, t'es 4 mois les uns sur les autres. Il y a pas là où on était au Kosovo, il y avait pas d'ennemis dehors. Donc en fait, s'il y a pas d'ennemis dehors, tu vas finir par te les trouver à l'intérieur. Et quand l'unité, elle est pas carrée, bien tenue, et les ennemis sont à l'intérieur. Et puis voilà. Et il y a un truc fou, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve carrément par ma section accroché à un poteau. Alors c'était une blague. Toi? Ouais. C'était une blague, si tu veux, mais c'est une blague qui en dit long. Tu vois, pour dire, voilà, parce que les mecs, ils ont besoin de limites, ils ont besoin qu'on donne des ordres, ils ont besoin qu'on dise c'est bien et c'est pas bien, tu vois. Et tu peux pas ménager si des gars, enfin, quand tu ménages des gars, tu fais pas ça. Tu fais pas c'est bien et c'est pas bien. Tu vois, tu commandes pas, tu ménages et donc les gens se permettent des trucs, des remarques, des paroles, et puis ça monte crescendo, puis à la fin tu finis attaché à un poteau, quoi. Ok. Un truc dont je ne suis pas fier, mais parce que t'es quand même la figure d'autorité à cet endroit-là. Ouais. Alors c'était une blague, mais c'était une blague qui en disait long, tu vois. C'était une blague, c'était pas fait méchamment, il y avait pas de, c'était pas dégradant, c'était pas fait méchamment, c'était une blague. Mais ça en dit long, parce que tu fais pas ce genre de blague à un chef de guerre. Non. Et c'est marrant, parce que plus tard on va découvrir comment, mais tu deviens chef de guerre. Non, on verra comment plus tard. C'est toi qui le dis, mais oui. Ah, quand même. On va voir plus tard, là, j'ai envie qu'on parle de cette histoire où t'as ce gars qui va voir alors, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais t'as ce gars qui va au milieu, il y a discuter avec un gars, c'est pas du tout l'espace, et du coup tu dois déplacer tes troupes pour aller le chercher. Ah oui, ça tire dans tous les sens. C'est moi qui vais chercher un enfant soldat. Ouais, voilà. Ah non. Ah oui, ça aussi. Putain, ces histoires, elles sont... Mais il y a trop d'histoires à raconter. Parce que j'ai mal teasé cette histoire, alors que pourtant, je veux qu'elle soit bien teasée. Mais on verra plus tard. Cool. Donc, on reprend. Timide, maladif, incapable d'embrasser une femme alors qu'elle te dit « je t'aime ». Plus tard, tu vas te rendre compte que tu mets en place des concepts sans faire forcément exprès, mais qui te permettent de modifier ces trucs-là. Il y a l'épisode du pigeon où il y a quelqu'un qui te fait passer pour un con et ça écrit quelque chose à l'intérieur de toi, mais on verra plus tard que tu as été capable de trouver le moyen de faire sauter ce truc-là. Il y a un truc où tu nous expliques là maintenant que à l'époque où tu apprends à devenir un leader, il y a une part de toi qui a envie de plaire, de correspondre, parce que tu es teinté sans même en avoir vraiment conscience qu'en fait tu cherches à marcher dans les pas de ton père et tu crois qu'être un bon leader c'est quelque chose. Alors qu'en fait, un bon leader, ce n'est pas plaire. T'es en train de dire qu'un bon leader, c'est cadrer. Et qu'à cette époque-là, tu savais pas encore cadrer. T'étais trop soucieux de plaire. Et d'ailleurs, il y a un petit parallèle que j'ai envie de faire. C'est que je me relie à toi dans ce truc il y a des trucs inconscients qui opèrent parce que je suis devenu infirmier. Jamais j'aurais imaginé ça alors que mon père était infirmier. Je trouve ça assez fou quand même de voir à quel point il y a une espèce de conditionnement improbable. Donc ouais. C'est inconscient. 90% des comportements sont inconscients. De ouf. Et je crois pas que ce soit bien ou mal d'ailleurs, hein, parce que à la base je partais dans une toute autre direction, et c'est parce que je me suis remis dans la direction de l'infirmier que j'ai l'impression de me réaligner avec moi, avec ce que je suis. Donc on y reviendra plus tard. Grégory, tu te rends compte que à ce moment-là, t'es peut-être pas le leader que t'as envie d'être. Tu te rends compte que toi, ce que t'as envie, c'est de devenir chef de guerre. Peut-être que c'est pas conscient à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe par la suite pour que tu te rendes compte de comment devenir un vrai leader auprès de ces gars-là, et pourquoi c'est important d'être un vrai leader auprès d'eux? Quand on rentre de cette mission, je me dis ok, j'ai merdé. On en discute avec mon adjoint et on se dit ok, je sais assez
parce que je suis pas con non plus. Je sais ce qui a merdé, pourquoi ça a merdé. Et en fait, là, je reprends ma responsabilité. Et c'est vraiment l'endroit dans ma vie où j'ai appris vraiment la responsabilité, en tout cas dans le champ professionnel. Aujourd'hui, je parle même de self-responsabilité, c'est-à-dire la capacité dans toute chose, tout événement, toute interaction à revenir à soi. Donc, c'est ce que je fais sur le moment. Et je dis, ok, on a merdé, je suis pas relevé de mes fonctions parce que c'est pas allé jusque là. Je dis que ça a merdé parce que je suis surtout sévère avec moi-même. Et puis, du coup, je me dis, ok, on va faire ce qu'il faut pour remettre du cadre, commander au lieu de manager ou de ménager plutôt. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Ça s'est fait. Ok, faut arrêter de faire de la merde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de les faire de la merde? Faut commander, faut dire aux mecs leur cas de vérité. Bon allez, on y va. Et je suis freiné dans ce truc-là. Mais je le fais et j'y vais. Donc c'est engageant psychiquement pour moi, mais je le fais et j'y vais. Et j'ai la chance d'avoir à l'époque un adjoint et des chefs de groupe qui me pardonnent en fait. Tu vois. Surtout mes chefs de groupe. Ils me pardonnent, ils sont respectueux de la hiérarchie. Je pense que quelque part ils savent que j'ai merdé, mais en même temps quelque part ils m'aiment bien aussi. Et donc on relance la machine et puis on relance la section quoi. C'est marrant parce que je me rends compte en ce moment, c'est l'objet d'un podcast que j'ai tourné dernièrement là. J'ai un sujet autour du pouvoir. Genre il y a une part de moi qui avait du mal à porter une chemise parce que je vois dans la chemise l'autorité. Oppressive. Je voyais pas l'autorité qui coordonne, je voyais, ou même qui agit avec. Je voyais vraiment l'autorité genre pas agréable. Et en fait, je sais que quand on a préparé ce podcast, il y a un endroit où c'est venu me détendre parce que j'ai vraiment senti qu'en fait, le fait de porter cette chemise, de porter cette couronne quelque part, c'est pas pour desservir les autres, mais c'est pour aider à ce que ça aille dans le même sens, quoi. Donc, ouais, voilà. Et c'est pareil dans une famille, en fait. Ouais. Avec des enfants, faut mettre du cadre, faut... Ok. On va rebondir dessus un petit peu plus tard. Ok, donc il y a un endroit où tu te rends compte qu'il y a peut-être un move à faire de façon à diriger vraiment. C'est quoi, quelle histoire tu pourrais nous raconter de ce moment qui montre comment est-ce que tu deviens un chef, un leader? Je pense que c'est quand on est rentré de cette mission, 6 mois plus tard, on m'envoie sur une mission d'incorporation. C'est une mission sensible à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que on est professionnalisé depuis déjà quelques années et quand on engage des jeunes recrues, si on fait des formations et des classes qui sont trop dures et qu'il y en a les 3/4 qui se barrent, on remplit pas les rangs du régiment quoi. Donc c'est une mission assez sensible et surveillée de près. Parce que les grands chefs regardent les chiffres, combien il y a de taux de dénonciation de contrats, ce genre de choses. Donc c'est surveiller ça comme mission. Et moi, on me met sur cette mission et je comprends qu'en fait, il y a un challenge de commandement derrière. Parce que derrière, tu vas avoir des chefs de groupe et des gradés. Et tu sais comment on est, c'était toujours mieux avant. Donc moi, quand j'ai fait mes classes, j'en ai chié plus qu'eux, donc je vais leur en faire chier parce que c'est pas normal qu'ils en chient moins que moi. Bon, et ça c'est un truc qui est récurrent dans l'esprit de tout le monde, et puis c'est humain, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. C'est humain, mais c'est une réalité. Et donc, la difficulté, le challenge de commandement quand tu fais une incorpo, c'est de tenir ton encadrement, qui commence pas à faire de la sélection après la sélection. Sinon, ils vont faire de la sélection alors qu'ils sont censés faire de la formation. Ils vont faire partir des gamins qui avaient peut-être leur place, mais besoin d'un temps, d'acculturation, bref. Donc là, c'est l'enjeu. Il faut commander les chefs de groupe, il faut commander les gradés. Et donc là, j'y vais à fond et je sais que c'est là que je suis attendu. Et moi, je joue vraiment cette carte de la responsabilité du chef, qui est responsable des conneries de ses gradés et de ses chefs de groupe, s'il y avait des conneries. Et donc, pour moi, ça a été la fin de mon école de commandement, ces 6 mois d'incorporation. Et ça s'est très bien passé. Et en sortie de là, moi, j'étais plutôt rassuré sur moi-même, sur ma section, mes chefs de groupe et tout ça, quoi. Trop cool. Il y a
Un truc auquel j'étais en train de penser là quand tu parles de ça, parce que là on est en train d'expliquer comment de timide maladive t'es devenu un leader, et du coup j'ai envie d'illustrer quelles étaient les difficultés et comment t'as appris à transcender ces difficultés. Il y a un truc, c'est que du coup quand t'étais plus jeune, t'étais en difficulté scolaire, jusqu'au moment où il y a un déclic qui s'est passé où t'as commencé à cravacher de ouf. Et c'est un peu un truc qui se répète régulièrement dans ta vie. Ce truc au début, pas ouf, et après je cravache de ouf. Ouais. Alors, c'est l'école primaire, le collège, surtout le collège, on se demandait si chaque année il fallait que je passe ou s'il fallait que je redouble. La seconde est catastrophique. Et en première, je rentre en lycée militaire. Et les lycées militaires, les niveaux sont pas les mêmes quand même. Et donc là, je prends une claque monumentale. Je crois qu'à la Toussaint, je devais avoir 4 ou 5 de moyenne. Et là, ça a fait électrochoc, quoi, vraiment. Mais en même temps, ce lycée militaire, c'est moi. Ça faisait déjà 3-4 ans que je voulais y aller. Donc maintenant que j'y étais, de toute façon, je bossais. J'avais conscience que je partais de loin. Et j'ai bossé comme un âne. Et alors, j'ai passé 5 ans au lycée, au final. Ça a été long. Mais à la fin, quand je suis sorti du lycée, j'ai raflé pas mal de premiers prix, maths, physique, chimie. Donc à force de bosser, j'avais réussi à avoir un bon niveau, quoi. Et ça, c'est effectivement des épreuves qui se répètent dans ma vie. Quand on m'a donné des hommes à commander quand j'étais lieutenant, au début j'étais mauvais, à la fin, c'est pas moi qui l'ai dit, parce que j'aime pas le dire. C'est comme quand tu dis que je suis un leader ou un chef de guerre, j'aime pas ça, mais bon, bref. Ma section, c'était la vitrine de la compagnie. Donc c'était la meilleure ou une des meilleures sections, enfin voilà, présentable, tout ce qu'elle n'avait pas été 3 ans plus tôt, quoi. Quand quelques années plus tard, je suis muté sur un poste de coach pour capitaine qui commande sa compagnie à la fin de la première année, le chef de corps, il me dit Olivier, t'es le moins bon. Et ça se répète. Et là, du coup, et à chaque fois, en fait, c'est moi, ma responsabilité, ma capacité à réfléchir par moi-même qui fait qu'à la fin, je deviens bon, voire je deviens un expert. Parce que pour le coup, je suis devenu un expert du domaine pour lequel j'étais coach dans ce centre d'entraînement au départ. Un expert plutôt reconnu et encore sollicité aujourd'hui pour cette expertise, même si j'ai quitté le monde des armées, quoi. Dans quel domaine ? Le combat, les actions en zone urbaine. Ok, cool. Il y a un truc que j'ai envie que les auditeurs commencent à sentir là, c'est que en gros, quand tu arrives face à un challenge, il y a comme un blocage à l'intérieur de toi, il y a comme quelque chose qui fait que c'est pas encore accessible, et tu vis une expérience qui fait que tu développes les ressources pour transcender ça. Et du coup, j'ai envie de poser la question à ceux qui vont écouter ce podcast là, à quel endroit ça bloque chez vous ? À quel endroit ça bloque j'aimerais bien accomplir ce truc-là, mais en fait, il y a un truc qui vient m'empêcher d'arriver au bout de ce truc-là. Et j'ai envie que tu prennes quelques instants là pour noter ça. Et moi, je vais me remplir un kéfir. Tu veux un kéfir ? Ah, merci. Ok. C'est pour que les auditeurs aient le temps d'écrire, tu comprends. Non, parce que bon... D'ailleurs, kéfir maison. Très, très bon. Très, très bon. Non, parce que bon, en fait, je pense qu'on est tous farcis de ces choses-là. Et ce que je trouve intéressant avec ce que tu proposes, c'est que tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément dans ta posture. Mais en tout cas, tu peux aider beaucoup de ces gens-là à lever des blocages. Et c'est tout le but de ce podcast, qu'on comprenne comment ça s'installe dans un cerveau et comment toi, parmi d'autres personnes qui le font aussi, mais comment toi, tu expliques comment ça se lève ces verrous-là. Donc maintenant, je bois mon kéfir. Comme ça, tu as le temps de finir d'écrire ton commentaire. J'espère sincèrement que tu as écrit ton commentaire. Ok. De leader de merde, tu commences à devenir leader qui se défend. J'ai envie qu'on skip quelques étapes et qu'on aille directement à ce moment. Tu vois qu'on fait un vrai skip là. À ce moment où tu reçois un appel. Il fait nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, je suis capitaine en Centrafrique. Je commande ma compagnie et j'ai été envoyé contrôler un village qui, du coup, au moment où j'y suis, est la tête de pont d'une manœuvre qui va aller beaucoup plus loin. Donc, je suis seul avec ma compagnie, mes hommes, c'est-à-dire que j'ai personne au-dessus de moi sur Il y a combien de gars avec toi ? Là, il doit y avoir 180 à peu près. Ok.
180, 200, je sais pas exactement. Donc, en fait, c'est moi le grand Manitou des forces françaises dans ce village-là. Et ça fait à peu près 15 jours, 10 jours, 15 jours que j'y suis, 15 jours, ouais. Et en fait, quelque part, moi je dis aux rebelles, maintenant, vous planquez vos armes, c'est moi le patron, c'est moi qui administre la ville. Et sur ce, quelques jours avant, il y a un nouveau préfet qui est arrivé. Et un soir, donc faut imaginer, je crois qu'il devait être 21h, 22h, un truc comme ça. Donc la nuit était tombée, et en Centrafrique, quand la nuit est tombée, on a des insectes, on entend des insectes qui font pip, pip, des trucs comme ça là. Donc on est dans cette ambiance là, je suis un peu tout seul dans mon coin, et là il y a mon téléphone qui sonne, mon téléphone local avec une sonnerie locale assez exotique, très bruyante, qui sonne, et c'est le préfet qui me dit, qui me parle comme ça et qui me dit j'entends des gens autour de ma maison et ils disent qu'ils veulent m'assassiner, venez me chercher, venez m'aider, ils vont me tuer, en chuchotant comme ça. Et là il se passe je sais pas 4-5 secondes où je suis là au téléphone comme ça, un peu médusé. Je me dis putain, qu'est-ce que je vais faire? Et puis tu vois, il fait 40 degrés sous la peau, enfin 50 même. Et puis au bout d'un moment, je reprends mes esprits parce que je sens qu'il y a un piège en fait. Ouais. Et donc je suis dans la double contrainte, j'ai horreur de ça. Soit j'y vais et je risque de perdre des mecs, soit j'y vais pas et je suis le lâche qui a pas sauvé le préfet quoi. Bon, je reprends mes esprits et puis je lui dis, cette décision d'intervenir n'est pas de mon niveau, j'appelle mes chefs et je vous rappelle. Bon, j'appelle mes chefs, je lui dis je pense que c'est un piège à con, donnez-moi l'ordre de pas y aller. Ils me disent ouais t'y vas pas, je le rappelle. Je lui dis bon bah désolé, j'ai pas reçu l'ordre. Bon assassinat. À demain. Et je raccroche. Et là, j'étais validé par mes chefs, donc ça allait beaucoup mieux. Je vais me coucher. J'ai été tellement claqué que ça m'empêche pas de dormir. Le matin, je me réveille, je bois un café, je fume un paquet de clopes et je le rappelle. Alors l'assassinat, ça a été. Il était toujours vivant. Ouais. Mais donc ça s'est bien déroulé. Ça s'est pas installé tout de suite. Ça s'est installé 3-4 semaines plus tard. Mais après, déjà, quand la nuit tombait, que j'entendais les insectes faire tut, tut, j'étais pas bien. Okay. Alors, sur le moment, tu te doutes bien, j'ai pas compris ce qui se passait. Hein. Ouais. C'était désagréable, quoi. Ces insectes commençaient à me gaver, quoi. Mais très rapidement, quand mon téléphone sonnait le soir, là, j'avais le stress qui montait. Et ça s'est amplifié au fur et à mesure du mandat, au point qu'à la fin du mandat, où j'étais vraiment claqué, j'en avais vraiment marre, des fois je décrochais même pas en me disant si c'est vraiment urgent, ils vont rappeler 2-3 fois. Et en fait, c'est quelque part, c'est ce que j'avais vécu, le figement que j'avais vécu là au téléphone quand le préfet me dit ils veulent m'assassiner. Ça avait ouvert mon registre à danger, ça avait écrit une grosse page et ça avait mis un énorme marque-page. Et mon registre à danger s'ouvrait systématiquement à cette page-là dès qu'il entendait le téléphone ou les insectes. Ça me parle tellement. En ce moment, je suis en train de toucher un truc du doigt là et c'est vraiment pas confortable. Je me rends compte que dans certaines situations, quand il y a des gens avec lesquels je prévois quelque chose et que finalement ça se fait pas, il y a un espèce d'automatisme à l'intérieur de moi qui est en mode ok, et je fais comme si rien n'était. Alors qu'à l'intérieur de moi, je sens que je suis complètement en train d'étouffer un truc qui dit à l'intérieur, mais c'est pas juste, qui aurait envie de questionner ça. Mais en fait, il y a un truc un comportement automatique qui s'est installé, qui fait que je suis incapable d'aller chercher ce truc-là, tu vois. Et je dis pas automatique, je dis autonomique. C'est okay. Autonome. C'est le système nerveux autonome qui fonctionne avec le système nerveux central. Ok. Et du coup, là, ce que tu es en train de décrire, c'est que en fait, tu as vécu une situation et quand le contexte était en train de se mettre en place, t'as déjà ton cerveau qui était en hypervigilance et qui faisait que tu étais incapable d'aller au bout de ce truc-là. Et du coup, à travers ton histoire, je reconnais ces zones où je suis pas capable, pour l'instant par moi-même, d'y aller. Et on va voir dans ce podcast, par la suite, comment est-ce que ces genres de choses se lèvent. Et surtout qu'en fait, c'est pas grave. Oui, l'impact dans la vie peut être très grave, peut être très chiant, mais en fait, ça peut se lever, ce truc-là. Autre histoire où j'ai envie qu'on aille pour comprendre comment... Je voudrais juste terminer parce que c'est pas un vrai traumatisme. C'est un traumatisme dans le champ de l'identité cognitif. Okay. Ce que j'ai raconté là. Okay. Parce que j'ai été confronté à la peur de pas être à la hauteur.
Et on a 3 champs d'identité. Là, c'est le champ d'identité cognitif. Et c'est dans ce champ de l'identité-là que j'ai vécu la mécanique du traumatisme. Ok. Parce que comparé à tous mes gars qui ont vraiment été traumatisés, je peux te garantir que ça n'a rien à voir. Pas du tout sur le même registre. Ok. J'aurais envie qu'on approfondisse ça un petit peu plus par la suite. J'ai envie qu'on skip encore un peu, loin en avant. Et là, l'histoire dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est cette histoire qui se concrétise par un truc où ça tire dans tous les sens. Donc là, tu as 2 options. Les 2 me conviennent. C'est soit... c'est celle qui vient. L'histoire qui vient ? Ouais. C'est l'histoire où on est encerclé. Vas-y. Donc on est toujours en Centrafrique et donc c'était une manœuvre de conquête de l'Est et là on est dans la ville la plus à l'Est, censé être le coffre-fort et l'armurerie des ex-Séléka, c'est-à-dire les rebelles les plus dangereux du pays face auxquels on s'opposait. Et ça fait peut-être, quelques jours qu'on y est à Bria. J'ai une patrouille à pied en ville qui tourne mal. Ça finit en échange de tirs. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de papoter avec un chef de quartier. Je prends la bagnole et je rentre vite. Et en fait, automatiquement, on se rejoint là où on avait l'état-major d'installer. Et l'état-major s'était installé dans une maison. Et j'avais une section qui était déjà là parce que sa mission, c'était d'assurer la protection de l'état-major. Et donc, on se retrouve là, du coup, à 2 sections autour de l'état-major, avec des mecs qui arrivaient, qui commençaient à nous encercler, avec des échanges de tirs. Et progressivement, le temps passe et on voit qu'on est encerclé. On voit l'encerclement se mettre en place et on peut rien faire, on peut pas manœuvrer. Déjà parce qu'on est à 1 contre 10 au moins, si c'est pas plus. Et puis l'état-major il est dans une baraque et puis un état-major ça se lève pas comme ça, il faut 4 heures quoi. Donc il n'y a pas de manœuvre, on est encerclé et mes gars voient l'encerclement se mettre en place et on se fait harceler, on se fait tirer dessus. Mais ça tape en haut, ça tape un peu devant et ça tape pas directement. Je me dis ils sont pas manches à ce point. C'est pas des super combattants, peut-être qu'ils visent pas super bien, mais quand même, si vous voulez vraiment nous faire des dégâts, ils arriveraient à taper. Il y a un truc qui est hyper louche, tu vois, et je comprends pas la situation. Et pendant ce temps, moi je me dis, je dis à mes gars, vous répliquez pas n'importe comment, parce que je comprends pas ce qui se passe. Et tant que je sais pas ce qui se passe, ça fait déjà peut-être 1 mois et demi qu'on est là, je commence à avoir un peu d'expérience des actions de combat, et je sais que si c'est toi qui tires en premier, si tu fais des sommations, bref, tu accélères les emmerdes. Donc moi, je tiens mes gars en disant, vous tirez que sur un objectif qui vous tire dessus au moment où il vous tire dessus. Bon, je crois qu'il y a un ou deux mecs qui ont été dézingués. Mais à part ça, en gros, mes chefs de section, ils comprennent pas le droit de tirer. Pas le droit de tirer sur les mecs qu'on voit se mettre en place et nous encercler. Et en fait, mes ordres, ça a figé des gens. Parce que tu te fais tirer dessus, t'as le stress qui monte, mais en même temps, ce stress t'en fait rien. Tu peux pas l'utiliser pour fuir, tu peux pas l'utiliser pour combattre, même pas vider un chargeur. Donc ces gens, ils se retrouvent bloqués avec ce stress dans leur corps, parce que après je comprendrais que le figement, la sidération, comme quand j'étais au téléphone comme ça, c'est la porte d'entrée du traumatisme, de la mécanique du traumatisme. Et là, en l'occurrence, c'est mes ordres qui ont figé des mecs. Et là, je sais que ce jour-là, j'en ai plusieurs qui ont développé les syndromes de stress post-traumatique à partir de ce jour-là. Et ils ont eu d'autres occasions derrière d'en recréer, si tu veux, mais ce jour-là, on a eu les premiers vraiment SSPT, je pense. Ouais. J'ai quand même envie qu'on aille au bout de cette histoire. Comment ça se conclut, là ? Du coup, moi, je réfléchis au truc et je me dis pourquoi c'est comme ça. Du coup, à un moment donné, je donne le commandement à mon adjoint et je dis je vais faire le tour des positions, j'ai besoin de voir. Je vais à l'état-major, j'écoute ce qui se dit, j'écoute le mec du Rance. Bon, le mec du Rance, pas plus. Je ressors, je réfléchis, je me dis. Et à un moment donné, j'ai un insight et je dis mais attends, on est à Bria et à Bria, il y a 2 factions avec ce Séléka. Il y en a une avec, alors on nous disait 400, 500 rebelles, mais d'origine centrafricaine, et une petite faction d'origine étrangère, Tchad, Soudan. Et c'était pas les mêmes chefs. Et en fait, les 2 chefs sur le terrain, on les voyait ensemble.
Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, ces deux factions sont politiquement divisées. Mais si j'envoie la sauce sur tout le monde, je deviens l'ennemi commun. Et ça va les unifier localement. Et j'ai cet insight. Et donc après, je prends les combinés, je fais un point de situation en haut et en bas, à l'état-major et à mes gars, et je leur explique la situation, et je leur dis, si on commence à répliquer, on va tomber dans le panneau. Voilà. Et donc du coup, j'ai mis du sens là-dessus, mais trop tard. Ouais. Voilà, j'ai mis du sens quand j'ai pu l'avoir, quoi. Quand j'ai pu, j'ai réfléchi lentement, peut-être, j'en sais rien, mais... Et après, à partir du moment où j'ai fait ce point de situation, dans mon souvenir, le truc qui s'est apaisé naturellement, tu vois, comme si les crispations des uns pouvaient alimenter celles des autres. Donc le fait de faire ce point de situation, ça, dans mon souvenir, ça a fini de dégonfler le ballon, et puis ils se sont barrés, puis après on a attendu, puis après les chefs ont parlementé, puis c'est tout, quoi. Ok. Et après ça, tu vas me dire que t'es pas un chef de guerre. C'est-à-dire, pour moi, le chef de guerre, c'est pas celui qui va taper sur tout ce qui bouge. Le chef de guerre, c'est celui qui est capable de se dire, ok, c'est la vie de gars que j'ai entre mes mains, et l'idée, c'est pas de les mettre en danger pour rien. L'idée, c'est de faire le bon move et d'appréhender le mieux possible la situation pour en faire quelque chose. Donc oui, à mes yeux, gros, t'en fais ce que tu veux. Vous, les auditeurs, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est ça être un chef de guerre. Donc voilà. Ouais. Il faut qu'on vérifie. Je sais pas s'il est d'accord. Vivement. Le micro est tombé. T'as peut-être pas raison. Ou alors, au contraire, t'as raison. Le micro pas d'accord. Bon, on va faire un truc. Bon, moi, je suis pas en train de montrer. Si, je suis un peu en train de montrer mes fesses à la caméra quand même. Là, comme ça sera très bien. Je m'assure qu'ici. Vas-y, t'as un peu sur ton micro. Allô. Ok, bon. C'est bon, Houston. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème cette fois. Donc ouais. Timide maladif, bousculé par l'adolescence, par la connerie des ados. Tu rentres à l'armée un peu pour répliquer ce que faisait papa. Pas forcément bon chef d'abord. Après, tu comprends un petit peu mieux ce que c'est et pourquoi être chef. Tu deviens la vitrine de quelque chose. Tu pars sur des théâtres de guerre, on va dire. Tu fais l'expérience de ce que j'aurais, dans mon langage à moi, envie d'appeler un trauma, mais genre light, tu vois, genre il se passe quelque chose. Okay. Dans un seul champ d'identité. Voilà. Plus tard, tu fais une expérience plus lourde où tu vois tes gars qui vivent une expérience plus tard, tu comprendras que c'est ça qui les a amenés dans le SSPT. On va venir à comment est-ce que tu en es venu à ce truc-là. Et c'est maintenant en fait qu'on va y aller. Tu rentres de ce truc-là. Comment ça se poursuit pour toi ? Alors le retour, ça a été un peu une chute, quoi. Parce que le retour c'était compliqué parce que c'était la fin de mon temps de commandement. Donc on rentre en France. 2 jours après, je rends officiellement le commandement de ma compagnie. 1 semaine après, je déménage à l'autre bout de la France. Et là, je suis coupé de mes gars, je suis coupé de tout le monde, et j'arrive sur ce fameux nouveau poste de coach pour capitaine qui commande sa compagnie. Trop bien. Pourquoi coach ? On n'appelle pas ça coach, mais en fait, c'est du coaching que je faisais déjà, et c'est là où j'ai commencé à kiffer ce genre de truc d'accompagnement. Pourquoi t'es parti vers l'accompagnement ? Alors, c'était pas le poste de coach qui m'intéressait quand j'ai demandé cette mutation, c'était la spécificité du combat en zone urbaine. Il y avait un aspect technique, et tu sais que j'adore ça. Il y avait un aspect technique dans ce combat-là qui me plaisait beaucoup, et je pense qu'en fait la vie m'a foutu là-bas parce que c'était avant tout une histoire de coaching. Et je me suis rendu compte que, alors dans le temps, pas la première année où j'étais pas bon, mais je me suis rendu compte que j'étais meilleur coach que chef. En tout cas, c'est comme ça que je me vois. Parce que j'étais capable de faire progresser des mecs qui, en arrivant, étaient déjà plus brillants que moi, largement, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, t'es capable de faire progresser des gens, peu importe où ils se trouvent, alors que toi, t'étais parti de là, t'es arrivé là, lui, il est déjà là, tu l'emmènes là, ouais, t'as un truc, quoi. T'as un truc pour comprendre les gens, et j'avais cette faculté déjà, sur ce poste de coach, de rentrer dans la tête du mec,
vont me dire, mais là, en fait, t'as pensé de travers. Tu donnes cet ordre-là, tu fais ça et tu fais ça, mais c'est parce que là et là et là, t'as pensé de travers. Les mecs, ils étaient sidérés à chaque fois. De voir que j'étais rentré et que je savais à quel endroit de leur réflexion ils avaient merdé. Pas au début, j'étais pas bon. Mais très rapidement, j'ai développé ces facultés-là. Et puis après, il y a eu ces histoires avec les traumatismes de mes gars où j'ai fait d'autres recherches et j'ai commencé à accompagner des gens dans la vie. Venons-en. Qu'est-ce qui motive le fait de te dire que tu vas chercher à comprendre tout ça? Quand j'arrive sur ce nouveau poste dans la région de Reims, donc là on est en 2014, c'est la fin de mon temps de commandement, pendant 2 ans je prépare un concours. C'est le concours de la haute administration militaire, en gros, pour l'accès aux hautes responsabilités. Ouais. Pendant ces 2 ans, en fait, je réapprends un peu à travailler, à utiliser mon cerveau, à parler à l'oral, ce genre de trucs. Je rapprends plein de choses. Et pendant ces 2 ans aussi, j'assiste de loin et impuissant à l'hécatombe de syndrome de stress post-traumatique dans ma compagnie. Tu sais, les nouvelles indirectes, un machin qui dit ah bah bidule, il a vrillé, truc, il a vrillé, un tel il a vrillé, un tel il a vrillé, un tel bah il a quitté, il a été réformé, c'est machin qu'il a récupéré dans une boîte civile, bah l'autre il a disparu, on sait pas où il est passé, l'autre bah il s'est séparé, et moi rien que d'imaginer, putain ça y est, j'ai le poil qui se dresse. Rien que d'imaginer ces mecs en souffrance à l'intérieur d'eux, plus capables de s'occuper de leurs gamins, de communiquer avec leurs femmes, putain, mais ça me révulsait la tronche, et de savoir qu'en fait on leur foutait des médocs, ils étaient abrutis, et puis au bout de 2 ans on les réformait parce que t'es plus bon à servir, mais en même temps on est une armée quoi. On va pas faire une armée on va pas aller au combat avec des gens traumatisés. Donc, si tu veux, quelque part, il y avait la gestion de la ressource humaine, je la comprenais, mais humainement, c'était insupportable pour moi. Et me représenter cette putain de prison intérieure dans laquelle ils étaient enfermés, c'était insupportable. Et ça me foutait dans une colère. Et donc, pendant 2 ans, je prépare mon concours l'école de guerre, et puis je suis là, et je compte les mecs, et putain, et à un moment donné, je me dis, putain, on est à 25%. 25% de syndrome de stress post-traumatique, alors que l'Afghanistan, c'était 6-7%, soi-disant. Mais en fait, tous les chiffres sont truqués. Donc, c'était sur tous les théâtres. Enfin, pas truqués forcément volontairement. Les chiffres sont pas les bons. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref. Et j'arrête de compter en me disant, voilà. Et je termine le concours. Bon, je rate le concours, mais parce que c'était mon chemin de le préparer, mais pas de le réussir. Et à partir de là, si tu veux, quand je rate le concours la 2e année, moi j'ai un cerveau qui turbine, quoi. Tu vois, je suis tout le temps en train de bosser. Si c'est pas au boulot, c'est pour mon concours. Et là, ça s'arrête. Et mon cerveau, il est là, il dit Queen, il veut des trucs, quoi. Et donc, quand je commence à regarder une conférence sur le traumatisme, je dis, c'est quoi cette conférence? Putain, ils sont tous plus diplômés les uns que les autres. Ils sont en train de te parler d'un truc. T'as l'impression qu'ils cachent la misère avec des phrases compliquées, des mots compliqués, des trucs. C'est pas possible que ce soit aussi compliqué. Moi, j'ai toujours dit et pensé qu'il y avait plus de gens pour rendre des choses simples compliquées que de choses vraiment compliquées. Même si c'est très pervers ce que je viens de dire. Faut le prendre avec des pincettes, mais toutes les solutions ont une forme d'élégance et de simplicité. Les mathématiciens, ils le savent, ça. Et donc, je commence à vouloir lire des bouquins. Et je commence à lire des bouquins, à écouter des conférences. Et je commence à dessiner des trucs dans mon esprit. Et voilà, le traumatisme, c'est ça. Putain, lui, il a dit ça. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est vachement intéressant ce qu'il a dit parce que je l'observe chez un tel, chez un tel, chez un tel. Voilà, ce truc de l'énergie de stress bloquée dans le corps. Tu la mesures comment ? Et on n'a pas les outils pour mesurer qu'au moment d'un traumatisme, l'énergie de stress qui est montée dans le corps, elle va se bloquer. Et elle va où? Elle informe quoi? Les cellules, la flotte qu'on a dans le corps? Tu vois, là, il y a des trucs, tout le monde n'est pas encore... on regarde pas encore tout le temps au bon endroit. Mais dans cette démarche, le premier critère, les premières décisions que je prends, c'est qui j'écoute et qui je lis. Parce que si c'est pour lire des gens qui disent que c'est compliqué et que ça va être compliqué pendant 30 ans, bah ça m'intéresse pas, tu vois. Donc à chaque fois que je prends un bouquin, que je le feuillette, chaque fois que j'écoute une conférence, je fais attention à qui j'écoute. Voilà, est-ce qu'il est orienté solution ou est-ce que c'est une personne qui est orientée description du symptôme?
Ouais, ça m'intéresse pas. Les gens orientés solutions, ça commence à m'intéresser. Et pendant des années comme ça, je développe des connaissances, des compétences, une compréhension. Je commence à accompagner des gens dans la vie. Au départ, c'était des gens qui avaient souvent des maladies, des trucs, parce qu'il y avait un lien corps, âme, esprit, c'est un seul et même système cybernétique. Si ça merde là, ça va merder à un moment ou un autre dans ton corps d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas la même façon d'une structure psychique à une autre, mais bon bref. Donc je commence à accompagner des gens et là je me dis ah oui quand même tu t'accompagnes pas des gens dans la vie comme tu coaches un capitaine sur le terrain, c'est pas pareil, c'est pas la même compétence. Donc là je passe de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent dans le coaching de vie. Donc je commence à m'intéresser au sujet et puis au bout d'un moment je commence à me former et puis à un moment donné je commence à avoir la bonne définition, la bonne compréhension du syndrome de stress post-traumatique. Et à partir du moment où j'ai bien problématisé, ça m'a pas pris longtemps pour trouver les bons formateurs. Parce que moi, j'ai pas inventé grand chose. Après, j'ai conceptualisé des choses dans mes accompagnements, mais j'ai surtout bouffé à tous les râteliers et j'ai aggloméré des trucs. Et à un moment donné, j'ai commencé à choper les premiers outils pour résoudre le traumatisme. Ça fonctionnait très bien avec les traumatismes graves et simples, parce qu'il y a les syndromes de stress post-traumatique complexes, ça marchait moins bien. Du coup, ça, voilà. Et moi, ce que je voulais, je commençais à comprendre que moi, quand j'étais timide, j'étais bloqué. Après, quand j'étais un mauvais chef, j'étais freiné. Et puis mes gars qui avaient un syndrome de stress post-traumatique, ils étaient dans l'incapacité de vivre, tout simplement. Donc il y avait cette échelle de freinant, bloquant, incapacitant. Et moi, je voulais des outils pour tout le spectre, pas juste pour le syndrome de stress post-traumatique, puisque je voulais accompagner les gens dans la vie en général, pas que les gens traumatisés. Et puis voilà, j'ai commencé à choper des outils et j'arrête jamais de choper des outils. Encore en janvier, là, je pars pour un cycle de formation plutôt orienté thérapie psychopathologie parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et moi je cherche aussi ce que j'ai toujours pas trouvé en fait. Cool. Je sais que tu as une définition qui est assez... Enfin, une métaphore. Merci. Qui est assez simple à appréhender. Tu serais chaud de l'expliquer là ? Ouais. Succinctement ? Un traumatisme, à plus forte raison un syndrome de stress post-traumatique, c'est comme un énorme poignard planté dans la cuisse. Ouais, c'est une métaphore que je prends régulièrement. Et donc t'imagines que là, je t'ai planté un énorme poignard dans la cuisse. Si t'es là que tu bouges pas, ça va aller. Si je viens que je passe à côté, que je mets un coup dans le manche du poignard, tu vas hurler quoi. Et si je te dis lève-toi et marche, et tu vas dire non je peux pas. Voilà. Et si jamais tu mets ton muscle en tension, ça, tu vas sentir la blessure, la plaie. Voilà. Alors, en même temps, quand on a un poignard planté dans la cuisse, ça viendrait à l'idée de personne de mettre un pansement autour, quoi. Tu vois ? Ou de mettre du désinfectant sur le poignard. N'importe qui de qualifié, un médecin, un chirurgien, t'enlève le poignard, il suture ce qu'il a suturé dans le muscle ou je sais pas quoi, ou sur la plaie, il désinfecte, il met un pansement, ça va mieux au bout de certains jours, tu commences à faire de la rééducation, puis on n'en parle plus, quoi. Hein, tu vas pas passer 20 ans, 30 ans à dire je vais apprendre à vivre avec mon poignard dans la cuisse, quoi. Voilà, bon, ça, c'est la métaphore que je décris, parce que l'idée la plus répandue sur le sujet du traumatisme, c'est que il faut apprendre à vivre avec. Mais non, putain. Non, le traumatisme, c'est un truc que j'ai écrit en 2017, quand j'ai écrit mon bouquin, quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, en 2017, j'ai décrit que c'était une flèche qui s'était plantée dans le corps psycho-affectif. Je pense que c'est pas un truc que je reprends souvent parce que c'est assez maladroit. Puis en plus, on pourrait m'accuser de plagiat. Mais donc je reprends plus cette métaphore. Mais c'est ça, le poignard planté dans la cuisse, la flèche plantée dans le corps psycho-affectif, c'est la même chose. Donc on enlève. Il y a une façon de le faire parce que c'est de la neurologie dans le cerveau, c'est pas de la psychologie. Les effets sont visibles dans le champ de la psychologie. Mais le truc qui est planté dans le cerveau, c'est un court-circuit, c'est l'équivalent d'un court-circuit, et ça, c'est de la neurologie. Donc on recable le circuit comme on enlèverait le couteau suturé et un peu de rééducation, puis c'est terminé, quoi.
Ok, donc si j'entends bien, aujourd'hui quand on va parler de syndrome de stress post-traumatique, on va entendre dans le plus grand langage, ça ne se soigne pas, juste on apprend à vivre avec. Et du coup, les traitements qu'on mettrait en réponse à ça, ce serait comme ce que tu as vu, comme sédation, jusqu'au moment où les personnes sont réformées. Sauf qu'en fait, on n'est pas en train de répondre au problème, on est en train de l'éviter. On est en train de gérer les symptômes. Ouais. Et quand on n'a qu'un outil, tous les problèmes deviennent des clous. Donc, alors, j'attaque personne, mais si mon métier, c'est de régler les problèmes avec un médicament, tous les problèmes je vais les régler avec un médicament. Ouais. Si mon outil, c'est la TCC, je vais aborder le traumatisme par la TCC. Si mon outil, c'est du psychocorporel, je vais rentrer dans le truc par du psychocorporel. Donc, on peut pas approcher la souffrance humaine, et encore moins celle du traumatisme, sans avoir une compréhension intégrative de la nature humaine et une compréhension et des outils qui sont intégratifs. J'entends. Ok. Donc à travers son histoire, on vient de voir de quelle façon est-ce que tu étais timide, comment ça venait t'impacter, comment est-ce qu'il y a des événements qui sont venus modeler ta personnalité, comment est-ce que tu as fait l'expérience d'une forme de trauma plus léger, comment tu as fait l'expérience à travers tes gars d'un traumatisme plus lourd, le SSPT, par la suite, comment est-ce que ton pourquoi est venu s'exprimer en mode non mais ça peut pas rester comme ça, et je veux en savoir plus, etc. Et donc du coup, tu fais ta boulimie d'informations. Et derrière, tu en tires des conclusions qui te permettent de réagir avec ça. Est-ce que tu pourrais nous prendre une situation qui nous permettrait de mieux comprendre comment est-ce que tu peux amener un changement ? Genre, est-ce que tu as l'exemple de quelqu'un qui a vécu un SSPT ou quelque chose comme ça que tu aurais aidé à solutionner, genre ? Oui, j'en ai un certain nombre. Ouais. Alors, il faut bien faire la distinction entre syndrome de stress post-traumatique et SSPT complexe. Ok. Voilà. Ce que moi j'entends par SSPT complexe, c'est que les événements traumatiques ont eu lieu dans l'enfance. Moi, je mets la barrière. C'est moi qui le dis. C'est pas la peine de me demander de citer les sources. Avant 7 ans, c'est-à-dire avant l'âge de raison, parce que l'activité neuroélectrique du cerveau est plus basse, et donc les gosses sont des éponges à cet âge-là. Et si on met un poignard dans la cuisse, dans une cuisse d'enfant, quand il va grandir avec le poignard planté dedans. Et donc ça va déformer l'ossature, la musculature, la façon de marcher, le bassin, la colonne va être tordue parce que la personne n'a jamais pu marcher sur sa jambe droite, et ainsi de suite. Donc ça déforme tout en fait, et on grandit comme ça, complètement déformé. Donc généralement avec un SSPT complexe, on a la neurologie du traumatisme, et à côté on a tout à réparer dans le champ de la psychologie, de la personnalité. Bon. Et sur le syndrome de stress post-traumatique simple, voire répété, mais de l'âge adulte, oui, des exemples, j'en ai plein. À l'heure actuelle, j'ai fait le grand écart entre une personne qui est traumatisée quasiment depuis 40 ans et une personne traumatisée depuis moins d'1 an. Ok. Est-ce que tu pourrais choisir l'un d'entre eux ? Dans les deux cas, c'est toujours la même chose en fait. Hein. On va sur l'événement et on change l'expérience subjective autour de l'événement en intégrant plusieurs dimensions comme les états modifiés de conscience, la psychogénèse du sujet, la théorie polyvagale. Voilà, on va intégrer plein de trucs. Ouais. Ce protocole n'est pas de moi, il est d'une de mes mentors, Ayla Missirli. Mais en gros, on voit bien que c'est intégratif, et donc on va aider la personne à recabler son cerveau. Pourquoi ? Parce que au moment d'un trauma, le trauma c'est l'événement, le traumatisme c'est l'infection. Au moment d'un trauma, l'effet de sidération fait qu'il y a des parties du cerveau qui se parlent plus entre elles. Bon c'est ça qu'on va faire. On va emmener la personne à faire en sorte que sur le figement, tout se reparle, et puis c'est terminé. C'est pas rentable pour les pharma, hein, mais c'est terminé. Ouais. Ok. Ça répond à ta question, ou tu voulais m'emmener sur autre chose ? Est-ce que t'arriverais à faire... j'ai l'impression de t'envoyer un prompt genre ChatGPT, tu vois, genre en 20 lignes. Est-ce que... En fait, j'ai pas envie que tu pars dans un truc qui serait trop dense, trop compliqué à saisir pour le format du podcast, parce qu'on aura l'occasion d'assister à des conférences pour avoir toute l'explication complète, etc. Mais comment est-ce que, genre, en 2 minutes,
Tu pourrais expliquer comment la neurologie du cerveau face au traumatisme, au trauma et au traumatisme du coup. Je sais pas à quel point c'est clair là, le prompt que je te balance. Si, je vais réexpliquer plus synthétiquement ce que j'ai dit juste avant en fait. Ok. Un trauma, la porte d'entrée du trauma, ce qui crée le trauma, c'est la sidération. La sidération intervient, se déclenche, on va dire, entre guillemets, parce que ce à quoi on fait face, c'est trop ouf, c'est trop. On sait pas y faire face. Donc, dans le cas d'un SSPT, c'est une confrontation à la mort, mais pas, c'est plus que la mort, parce que quand on est vraiment confronté à la mort, on se rend compte que c'est la mort du corps, ça, tout le monde a le concept, mais c'est la mort de l'esprit et de l'âme. On a 3 cerveaux, machin. Et là, on n'est pas toujours prêt à être confronté à la mort de l'âme et de l'esprit. Et c'est ça qui peut mettre une sidération, qui peut faire que on n'a plus la cognition, on n'a rien en mémoire procédurale, on sait pas faire, on est sidéré. Et au moment où on est sidéré, bah, t'as dans ton cerveau tout ça, on va dire, ça sert à parler, ça sert à analyser, ça sert à se raconter, ça sert à, derrière on a beaucoup de sensorialité. Bah, c'est plus connecté avec, par exemple, une autre partie du cerveau qui est le maître du temps. Donc en fait, le maître du temps, il est pas au courant que le truc il est terminé après qu'il soit terminé. On a le catalogue à danger dont je parlais tout à l'heure. Bah lui, en fait, il reste ouvert à la même page. Bah, il se referme plus. Tu vois ? Donc la personne vit en permanence avec le catalogue à danger ouvert et le système d'alarme qui dit putain danger, 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 danger. Et donc c'est l'hypervigilance. Et puis comme il y a des courts-circuits et tout, et les gens ils ont des flashs, ils font des cauchemars, bref. Et tout ça ça tourne en boucle parce que c'est pas reconnecté. Donc l'idée c'est de reconnecter toutes les parties du cerveau ensemble pour que on va pas changer l'histoire, mais on va défiger le truc. Et le maître du temps à la fin, il est au courant, c'est bon, je suis au courant, c'est terminé, on n'en parle plus, et puis ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe chez une personne après qu'on ait fait ça ? Souvent, il y a de l'hypervigilance, des flashs qui sont des revécus, c'est pas juste les images, c'est des revécus dans tout le corps, et des cauchemars la nuit, ça c'est les 3 symptômes pathognomoniques spécifiques, on va dire. Et ces symptômes-là disparaissent, puisque ce sont les symptômes du court-circuit. Donc, si je reprends l'exemple de la personne qui avait été victime d'un attentat terroriste depuis moins d'1 an, en une séance, on a recablé ça, on a recablé un autre truc, une agression sexuelle, qui soi-disant était réglée, dépassée. Mais comme dans ces protocoles, tu travailles avec l'inconscient, il t'amène les dossiers s'il y a besoin. Tu vois, alors que la conscience, tu crois que tu as dépassé le truc. Bon, voilà. Tu recables le truc, et puis derrière, terminé. Dès les jours suivants, c'est terminé. Puis derrière, il a juste fallu faire un peu de coaching pour qu'elle explique correctement les choses à son mari, à son enfant de 2 ans qui faisait plus ses nuits. Et puis c'était terminé. Le gamin il fait ses nuits, le mari il est content et elle vit quoi. Elle vit. La valeur derrière ça, putain, c'est la liberté quoi. La liberté intérieure, l'harmonie. Il peut pas y avoir d'amour quand t'as un traumatisme, c'est pas possible. Donc on remet de l'amour, on remet de la liberté. Cool. Ouais. Je suis convaincu que c'est game changer ce que t'amènes là-dedans. C'est pour ça que j'ai envie qu'on fasse ce podcast, c'est pour ça que j'ai envie à ce point de t'aider à faire passer ton message le plus largement possible. J'aurais envie qu'on aille jeter un tour dans ce que tu disais au tout début du podcast, autour du transgénérationnel, des choses un peu plus subtiles. Mais avant qu'on aille là-dedans, j'aimerais qu'on fasse un détour par ce que tu proposes aujourd'hui en termes de service. On vient de voir à travers ton histoire de quelle façon est-ce que ton passé t'avait façonné mauvais leader et comment est-ce que tu as été devenu meilleur leader jusqu'à ce chef de guerre dont on a vu l'impact, tu vois, de pas partir au combat, d'être dans la maîtrise de soi, de ses troupes, etc. Et ça, c'est ce que tu cherches à faciliter aujourd'hui avec tes services, notamment ceux que tu as mis en ligne dernièrement. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui. Alors, moi, j'ai vraiment à cœur d'apporter quelque chose au monde managérial. Parce que un manager qui est con, qui est bloqué, qui fout la merde, c'est toute une équipe qui souffre.
Et on est con les 3/4 du temps sans le vouloir. Hein. On est con parce qu'on souffre. C'est de la souffrance. Hein. Alors qu'un manager qui est réparé, qui est libre intérieurement, de dire oui, de dire non, de recadrer, de manager, de devenir leader, mais c'est toute une équipe qui revit. Et je suis désolé, hein, le manager est plus important pour la santé mentale de quelqu'un que les professionnels de santé mentale. Donc, si j'impacte un manager... Ce sera tellement la miniature de cette vidéo. Si j'impacte un manager, j'impacte pas qu'une seule personne. Ah non. Déjà, j'impacte sa femme, j'impacte ses gosses et j'impacte tous ses collaborateurs. Voilà. Donc, c'est une cible de cœur parce que j'ai été mauvais chef et j'ai rendu ma section un peu malade. Ça, c'était pas un drame. Des fois, quand j'en parle, on dirait que c'est un drame. C'était pas un drame, mais j'ai rendu ma section malheureuse un peu. J'ai rendu mes chefs de groupe malheureux parce que j'étais pas un bon chef, quoi. Ouais. Et après, quand j'ai été un bon chef, suffisamment bon. Ouais. Pas parfait. Ouais. Je suis pas Bijard et je le serai jamais et je l'aurais jamais été. Mais Bijard, c'est un grand chef. Ça te parle ? Non, ça t'a pas parlé, j'ai bien vu. Non, mais Bug. Le général Bijard, De Gaulle, qui tu veux. Bref, je suis pas je serai jamais le grand chef charismatique, chef de guerre qu'on se représente, tu vois. Mel Gibson dans Braveheart, je serai jamais ça. Mais suffisamment bon. Pour commencer à être leader et mettre les gens bien en dessous et dire aux gens qui foutent la merde, tu fous la merde, t'arrêtes. Bref, commander au lieu de ménager. Dans le privé, on va dire manager, voire leader, au lieu de ménager les collaborateurs n'importe comment. Mais quand on ménage au lieu de manager, c'est parce qu'on a peur. Donc c'est ces gens-là que j'ai envie d'impacter. Alors j'ai créé un programme très accessible. Alors il sera en ligne très bientôt, peut-être avant la sortie du podcast. Enfin j'espère même. Mais que j'ai appelé Neurologie du succès, qui est destiné aux managers. Il peut plaire à plein de gens, mais il est destiné aux managers pour que je leur explique pourquoi ils se sentent bloqués, ils n'arrivent pas à s'affirmer dans leur management, alors bloqués ou freinés. Pour déjà les déculpabiliser parce que je leur explique tout et ensuite je leur donne les clés que moi j'ai utilisées à l'époque parce que ces clés-là c'est un peu du bon sens paysan pour moi aujourd'hui et puis c'est pas une méthode déposée par un de mes mentors, donc ça je peux donner et donc je leur donne les premières clés pour qu'ils puissent faire bouger déjà des premiers trucs quoi par eux-mêmes. Voilà, ça s'appellera Neurologie du succès. Et puis après j'accompagne qui veut venir chercher un accompagnement de qualité, où là je vais aller de qualité, de la meilleure qualité possible de moi-même que je puisse donner, où là on va travailler sur l'ensemble de la personne et de ses systèmes. Ok, je m'arrête sur le manager parce que là c'est clairement l'objet. Il s'est passé un truc de ouf quand on a commencé à travailler ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on travaille ensemble? T'entends parler qu'on fait de la location de salle, t'entends parler qu'on fait de l'accompagnement des professionnels. Tu te lances avec moi et à cette époque-là, tu veux faire un stage à destination des militaires. Et en fait, je me rends compte que tu as un message qui est pas clair, qui est brouillon, avec plein d'informations, un peu comme ta boulimie d'informations à vouloir ingurgiter. C'était boulimie d'informations dans le truc, on comprenait rien. Et donc du coup, on centre ton message sur le militaire, puis finalement, c'est des leaders militaires qui te contactent. Ça commence à tisser du réseau. Finalement, c'est des avocats qui vont se reconnaître dans le message, dans la sécurité que tu apportes avec ton message. Et quand on parle de manager, quand on parle de gens à responsabilité, c'est de ça, ce sur quoi j'ai envie qu'on attire l'attention. Et j'ai envie qu'on montre avec ce podcast. Il y a des avocats ou des entrepreneurs. Hein. Enfin, l'avocat, c'est anecdotique. Ouais. Autre chose que des militaires. Quoi. En tout cas, ce que je veux montrer là-dedans, c'est que c'est le leader, c'est la personne à responsabilité que je veux cibler. Ouais, je veux que ton message croise leur route. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir dans ce podcast comment, dans ton histoire, il y a des éléments qui sont venus parasiter ta capacité à leader. Et comment est-ce que, à travers ton histoire, tu as appris à défaire ces trucs-là pour devenir le leader de guerre qu'on vient de voir dans cette vidéo. La personne qui s'illustre clairement. Et ça, c'est ce que tu facilites avec la formation que tu mets en ligne et que tu vas approfondir derrière avec les accompagnements. Mais venez goûter
à ce programme en ligne pour voir les changements. Venez discuter avec lui pour voir ce que ça peut impacter, parce que c'est ça que je veux profondément avec ce podcast. La suite, ça viendra naturellement. Bref, c'était l'instant où je voulais mettre le projecteur sur ce que tu facilites. J'aimerais qu'on conclue ce podcast avec la dimension un petit peu plus subtile, un petit peu plus perchée, parce que je crois que c'est important d'avoir des personnes qui ont dans ton identité, mec, commandant à l'armée, quoi. Qui a ce truc extrêmement cadré, cadrant, et qui à la fois, avec ce pied fermement planté dans le sol, est capable d'aller chercher des trucs un peu plus subtils. Et je me dis que plus on aura des gens comme ça qui passeront au micro, et plus ça devient la norme aujourd'hui. Grégory, pourquoi est-ce que tu parles de champs subtils? Pourquoi est-ce que tu parles de vie antérieure, de choses comme ça? Parce que je pense que j'ai toujours eu cette dimension un petit peu ésotérique dans mon système de croyance. Mais c'est surtout que quand j'ai fait toutes mes recherches, il y a une année, alors je l'explique pas, mais si, je l'explique parce que la vie elle est bien faite et que des fois t'es guidé. Tu sais pas comment, tu sais pas, mais c'est la vie qui te guide en fait, parce que t'es sur ton chemin. Des fois on a l'impression de pas être à sa place, mais on est toujours sur son chemin. Et là, cette année-là, sur mon chemin, j'étais obsédé par des questions d'épigénétique, de physique quantique, de l'eau. L'eau, c'est le disque dur. C'est un disque dur, l'eau. Ça garde l'information. Et en même temps, j'étais obsédé par ce que pouvaient raconter certains mystiques. Et en fait, à un moment donné, je disais, mais ils sont juste en train de parler de la même chose, mais depuis des points de vue qui sont complètement différents. Alors, c'est très cartésien, scientifique, machin. Enfin, un quantophysicien qui te parle de particules sans te parler de conscience, il sait pas faire. Et la conscience, du coup, elle est où? C'est notre cerveau qui crée la conscience? Ben non. Enfin, non. Le cerveau crée pas la conscience. C'est la conscience qui vient habiter le cerveau. Donc, elle vient d'où, la conscience? Donc pareil, pendant cette année-là, je m'intéressais aux expériences de mort imminente, tous ces trucs-là. Je revenais sur des sujets qui m'avaient passionné quand j'étais ado, que j'avais complètement laissé tomber. Et je me suis rendu compte qu'il décrivait quelque chose de similaire, quoi. Et donc il y avait cette dimension transgénérationnelle qui très vite s'est invitée dans ma compréhension des choses. Et là, je l'ai découvert parce que je m'intéressais à l'épigénétique, mais en fait, c'est pas l'épigénétique qui explique vraiment le transgénérationnel à mes yeux, c'est la physique quantique. Enfin, ce que j'ai compris au travers de mes recherches dans la physique quantique, parce que si un scientifique, si un quantophysicien m'écoute, il va s'arracher les cheveux. Mais donc c'est ce que moi j'en ai compris en faisant mes recherches, mes ponts et ainsi de suite. Et puis après, dans mon système de croyance, il y a une dimension sur les vies antérieures, le karmique. Le karmique, c'est la dimension karmique, ça va être les univers parallèles, les vies antérieures. Et puis aussi, qu'est-ce que tu fous sur Terre, hein, parce que moi, j'ai toujours su qu'on était sur Terre comme à l'école. Du coup, c'est pour ça qu'on en chie. Alors, moi, j'aide les gens à en chier un peu moins parce que là où c'est figé, je remets du mouvement dans leur vie et puis après, ça roule. Et donc, c'est là où j'ai conscientisé et conceptualisé qu'il y avait 3 plans de charge traumatique. Le plan générationnel, ce qu'on vit dans cette vie, le plan transgénérationnel et le plan karmique. Et le plan transgénérationnel, il est un peu chargé parce qu'on est quand même quelques générations après 2 guerres mondiales. Une fois sur 2, quand je vais en transgénérationnel, on est sur un ancêtre qui était en 40 ou en 14, tu vois, une fois sur 2. Est-ce que tu peux être plus clair sur ce que c'est que le transgénérationnel? Eh ben, le transgénérationnel, ça va être des événements traumatiques vécus par... donc, c'est pas juste le chemin de vie. Hein, c'est un ou des événements traumatiques vécus par des ancêtres, donc des gens qui sont dans ton arbre généalogique, qui ont vécu un choc, qui du coup ont développé un programme de protection par rapport à ce choc-là, qui s'est transmis de génération en génération, avec des arbres de transmission qui sont un peu, enfin voilà, les rangs de fratrie rentrent en ligne de compte, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en gros c'est ça le transgénérationnel. L'exemple d'un, j'en ai tellement des exemples. Par exemple, si on remet les militaires, un gars enfermé dans sa rigidité perfectionniste,
au point qu'il a du mal à communiquer avec les autres, à comprendre les enjeux de son N+1, de son N+2, machin. Il est dans son perfectionnisme. Et il y avait beaucoup de cette charge-là, de ces peurs de pas être à la hauteur, qui étaient liées à un ancêtre qui était artilleur et qui a pas changé de position de tir assez vite après avoir tiré ses obus, qui s'est pris un tir de contre-batterie et toute sa section de tir s'est retrouvée ensevelie. Là, il y a de quoi dire au reste de la génération, soyez parfaits ou il va y avoir des morts. Restons là-dessus un instant, juste pour aider le public à comprendre ce qui se passe là-dedans. Comment est-ce que ce gars-là est impacté dans sa vie et comment est-ce qu'il est soulagé par la suite ? Alors, c'est subtil. On est dans les champs subtils. Les effets sont subtils. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, a pu mettre de la hauteur et du lâcher-prise derrière dans son quotidien et dans ses relations, notamment avec ses chefs, parce que là, en l'occurrence, c'est avec ses chefs que c'était compliqué. Des fois, c'est avec les subordonnés, des fois, c'est avec les collaborateurs. Et donc, du coup, ça s'est gentiment installé dans le temps où il est arrivé, il en pensait pas moins sur les gens, hein, mais il en faisait plus un truc qui était viscéral. Il disait, mais non, putain, si on fait pas ça, il va y avoir des morts, quoi. Non, c'était devenu, il a pas compris. Ouais, moi, c'est bon, je lâche l'affaire. Voilà, il est passé de ça à ça, quoi. En gros. Donc, du coup, tu vis mieux avec. Ouais. Parce qu'après, au bout d'un moment, tu refais pas la structure psychique et le type et le profil psychologique d'une personne. Tu refais pas son diagramme de peur fondamentale et ainsi de suite. Mais il vit mieux, quoi. Trop bien. Et donc, du coup, il est plus bloqué en boucle sur des trucs. Ouais. Il remet du mouvement dans sa vie. Carrément. Grégory, je sens que c'est le moment d'arrêter ce podcast. Il y a d'autres dimensions encore qu'on n'a pas évoquées et je trouve que c'est pas plus mal. Ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast un peu plus tard, notamment parce que j'ai vraiment envie de respecter le rythme des gens. Là, on a un podcast qui est en train de partir, qui se positionne sur ces gens qui ont envie de s'empuissancer dans leur pouvoir de leader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ont envie de s'asseoir dans leur autorité, mais qui n'y arrivent pas. Parce qu'il y a un programme qui est installé à l'intérieur d'eux. Tu l'as illustré. Je n'arrivais pas à être un bon leader parce que j'avais la représentation de ce que c'était que leader par mon père. Mais peut-être qu'il y avait un programme dans le transgénérationnel de qu'est-ce que c'était qu'un leader chez ton père. Bon bref, il y a un truc qui venait parasiter tout ça. Et à travers ton histoire, tu as montré comment tu t'es installé dans ta position de leader là où tu peux amener les gens. Et tu as montré comment est-ce que les traumatismes ou comment les expériences venaient modifier la structure du cerveau pour le limiter et comment on pouvait restructurer pour le réempuissancer. Tu viens d'introduire d'autres choses. Je pense que j'ai envie de rester là-dedans pour que les gens qui sont leaders, managers, puissent rester avec toi. Et les autres gens, on ira les voir plus tard, parce qu'on va suivre le rythme de la société, gros. Déjà, j'ai envie de te dire merci pour ce podcast, parce que, mec, on a été cadré, et je trouve ça cool. On n'est pas parti dans tous les sens. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on est autour de l'heure 10, et c'est très bien. Qu'est-ce que tu as envie d'amener comme conclusion à ce podcast ? La conclusion qui me vient, c'est j'ai envie d'amener les gens sur le fait que la cognition, quand on est face à ces problèmes, quand on est face à ces émotions, quand on est face à ces difficultés dans la vie, en général, la cognition, elle est toujours à côté de la plaque. La vérité est dans le comportement. Et le comportement va activer des états internes de survie, de machin, ce que tu veux. Ça va ensuite influencer la cognition. Donc on a souvent des cognitions à la con qui sont juste là pour mettre du sens sur comment on s'est comporté. Et le comportement, il est déclenché par des états inconscients, sous la conscience, sous-corticaux, et des circuits neurologiques sous-corticaux qui sont liés à ce registre à danger. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire, si vous êtes freiné et que vous avez la niaque et que vous êtes comme moi, vous avez cette capacité à endurer, bon bah très bien. Et puis là, la neurologie du succès, ça peut clairement vous aider. Mais si vous êtes bloqué ou dans l'incapacité d'avancer tout court dans tous les champs de la vie, faut se faire aider. C'est vraiment la conclusion. Et moi, j'arrête de me battre avec mes blocages et j'ai 3 thérapeutes. Mentor, coach, machin, et je les vois assez régulièrement. Et je pense d'ailleurs, pour bien accompagner, il faut être accompagné et supervisé. Voilà. Bref, voilà. Donc j'ai envie de dire, un Canadien, un Américain aujourd'hui, s'il n'a pas son coach à 40 ans, il a raté sa vie. Voilà. J'espère que bientôt on aura ça. C'est juste que des fois le coaching, il n'a pas super presse, mais
Pourquoi ? Et pourquoi moi, qu'est-ce que moi j'ai mis en face de la mauvaise presse du coach ? C'est que le coach, il est tourné vers l'avenir, le thérapeute est tourné vers le passé. Faut faire les deux. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai passé plus de temps à me former sur la thérapie pour pouvoir mettre du mouvement dans le futur en tant que coach. Voilà. Merci. Merci à toi. Avec joie. En tout cas, je crois que le développement personnel et le bien-être gagneront en poids et en présence à mesure que des professionnels pourront prendre la parole comme tu le fais, avec un pied bien ancré. Et juste, merci pour ça. Auditeur, auditrice, je t'invite à retrouver Grégory Ollier sur quel lien ? Ce sera dans la description, mais voilà, est-ce que tu as envie d'en nommer un ? Sur Facebook ou sur LinkedIn. Allez, principalement sur LinkedIn, c'est là où vous allez voir le plus performé, j'ai envie de dire. Juste merci. Merci à toi. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.